la jeunesse s'engage et est peut-être la plus engagée depuis mai 68. Et quand on va chercher qui on est, le pourquoi, on fait de la politique, etc., c'est un exercice de sincérité et c'est ce qui retire tout le côté manipulatoire. C'est le seul écueil qui fait que ça ne sera pas la campagne de Mamdani. Premier problème qu'on rencontre, c'est moi je connais le terrain parce que je le pratique, etc. On demande à notre électorat, d'acheter des packages, dont à l'âge où on n'est plus actif, donc peut-être 67 ans selon Édouard Philippe. Bonjour, bienvenue dans le premier épisode de Cali, l'émission, le podcast qui veut comprendre les Français. Pour expliquer un petit peu le concept, le but de cette émission, c'est vraiment de rentrer dans la tête des Français, d'essayer de les connaître un peu par cœur. Parce que je pense, et c'est un peu la DA, l'essence du Studio Bod, que la psychologie électorale, que le marketing, que la sociologie sont finalement les seules disciplines à maîtriser si on veut communiquer correctement et encore plus auprès d'un électorat. C'est comme ça qu'on a démarré un petit peu le studio. Avant de faire le moindre tract, le moindre slogan, la moindre affiche, il faut savoir un peu à qui l'on parle. Si on demande aux élus, souvent, c'est le premier problème qu'on rencontre, c'est moi je connais le terrain parce que je le pratique, etc. Souvent, il faut prendre un petit peu plus de hauteur. Et c'est tout le but du podcast, de venir prendre cette hauteur. Cette émission, elle part de là. J'ai un peu pour habitude, et mes amis se moquent souvent de moi, d'aller lire n'importe quoi sur les Français, des études sur la consommation de meubles, sur le pourcentage de Français tatoués, le pourcentage de Français qui ont des animaux de compagnie, etc. Je me suis même retrouvé à regarder, et ça arrive sur les histoires générationnelles, on va y revenir, mais la ski militante à fruits sur TikTok pour essayer vraiment de m'imprégner de ça, et je pense que c'est essentiel. Et donc, quoi de mieux pour débuter cette émission que de faire un premier épisode sur la jeunesse, et qui de mieux pour raconter ça que toi, Lénie. Merci d'avoir accepté Avec plaisir. d'être la première dans ce nouveau format. C'est pas toujours évident quand on sait pas trop à quoi s'attendre. Tu es historienne et communicante. Tu t'es passionnée et as réalisé une étude sur la génération Z, dont on retrouve tous les résultats dans ton livre, que l'on peut retrouver à l'image et en description de cette vidéo. C'est souvent un petit peu, et c'est bien de commencer par là, le plus gros mythe en communication politique, je trouve, parce que le triptyque, c'est quoi ? C'est les jeunes sont dépolitisés, les jeunes ne s'engagent plus, mais en même temps, il y a cette espèce d'obsession à aller chercher les jeunes quand on fait de la communication politique, avec des vidéos TikTok, souvent très mal faites, d'ailleurs, on y reviendra. Mais quand on sait que 26% des moins de 25 ans ont voté RN en juin 2024, près du double de 2019, alors que cette même classe affiche des préoccupations climatiques comme quasiment la première enfin la plus élevée en tout cas de toute la population. Et tu prends, toi, dans ton livre, l'exemple des jeunes qui sont ultra anticapitalistes parfois, mais qui en même temps ont pour modèle des entrepreneurs à succès, le « et pourtant ». Lénie, moi je suis né en 2002, donc je fais partie de cette génération. Est-ce qu'on est face à une génération confuse ou face à une génération qui parle une langue qu'on n'a plus envie d'apprendre ? C'est ma première question. Qu'on n'a plus envie d'apprendre, ça, j'en sais rien. Qu'on a peut-être des difficultés à comprendre, ça, c'est certain. Effectivement, je pense que le discours ambiant essaye en tout cas, de nous pousser l'idée qu'on a affaire à une génération perdue, une génération désœuvrée, une génération qui, évidemment, a beaucoup de difficultés à se projeter dans un futur dans lequel nous-mêmes, moi, la génération donc, du dessus, on a de plus en plus de difficultés aussi à se projeter. Je pense que c'est à la fois très terrorisant et rassurant de se dire que la génération suivante ne fera pas mieux que la nôtre. Et ça, je l'ai observé un petit peu partout, dans un discours qui n'est pas forcément politisé, mais un discours, je dirais, social et culturel. On a de toute façon, et ça c'est historique et ça s'appelle le fossé générationnel et ça a été longuement théorisé, on a toujours le sentiment que la génération qui nous succède sera moins bien-disante ou moins performante que celle dans laquelle on a grandi. C'est quelque chose, en fait, je pense que c'est un mécanisme historique et très naturel, mais qui nous conduit aujourd'hui à considérer cette Gen Z, parce qu'on adore maintenant les qualifier, les étiqueter. On a le sentiment que cette Gen Z, du coup, est perdue. Et en fait, ce qui complexifie l'affaire, c'est que c'est ajouté à ce fossé générationnel un fossé de langage et de compréhension surtout du monde.
qui est essentiellement lié à l'avènement des réseaux sociaux et à l'utilisation quotidienne des réseaux sociaux. Donc là, je ne vais pas parler de pour ou contre les réseaux sociaux et les effets cognitifs des réseaux sociaux. Je dis juste qu'en fait, la jeunesse a créé une forme de langage qui est structuré autour surtout d'habitudes et de fonctionnalités, d'utilisation de fonctionnalités des réseaux, que ce soit, et qui en plus sont très différents en fonction de la plateforme ou du réseau choisi. On ne communique pas de la même manière sur Snapchat, sur TikTok, sur Instagram, sur Discord, sur Twitch. Ce sont des plateformes qui sont très codées, très codifiées, et qui créent du coup un espèce de magma dans lequel les générations du dessus ont du mal à se retrouver. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même aujourd'hui une fragmentation totale des audiences et une fragmentation totale des contenus auxquels on est exposé. À titre indicatif, par exemple, toi comme moi, on n'est pas exposé au même contenu sur les réseaux. On ne suit pas les mêmes personnes. Peut-être qu'on a des dénominateurs communs, mais assez peu. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Donc, en fait, nous sont poussés des contenus qui ne sont pas les mêmes. Et ça, en fait, ça nous structure ce qu'on adore appeler, et ce qui est très juste, des bulles narratives dans lesquelles on est enfermé. Mais ces bulles narratives, au-delà de nous enfermer, en fait, je ne suis pas sûre qu'elles nous éloignent, mais en tout cas, elles créent une espèce de distorsion de la compréhension. Complètement. Et puis tu prends l'exemple aussi pour ajouter la difficulté des punks, par exemple, il y a maintenant 40 ans à peu près, un peu plus, 50 ans. Ouais, 40-50 ans. Où là, avec du travail, il était possible d'aller comprendre véritablement, mais là, il y a un tel fossé du coup de langage et de comportement que ça devient presque impossible. Est-ce que c'est un leurre? Enfin, à la lecture, on arrive de ton livre, on a quelques clés. Moi, j'en fais partie, donc j'ai aussi d'autres clés. Mais par exemple, pour un élu, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'à un moment, il ne va pas avoir trop de difficultés à le faire? En fait, je ne suis pas certaine qu'il ait trop de difficultés. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un monde que moi, j'ai qualifié dans le livre de post-discursif, c'est-à-dire qu'en fait, la pensée ne se structure pas autour du discours. Et ce que j'entends par là, c'est qu'un élu, en fait, aujourd'hui, ne peut plus convaincre son électorat, un électorat jeune en tout cas, si tant est qu'il ait envie d'aller chercher un électorat jeune, il ne peut plus convaincre son électorat avec les mêmes méthodes dont tu parlais, les mêmes clés et les mêmes mécaniques qu'il y a ne serait-ce que 10-15 ans. C'est normal en fait, de toute façon, la société évolue et je pense qu'on ne convainc pas l'électorat de la même manière sous la Troisième République et aujourd'hui. Ce qu'on remarque en revanche, c'est qu'il doit y avoir une certaine difficulté parce qu'ils sont très très peu, voire c'est vraiment très confidentiel, le nombre de personnes et d'élus ou de candidats qui réussissent à comprendre cette mécanique. Complètement. Tu prends l'exemple dans ton livre de Cabane, le roman d'Abel Quentin, où une biologiste tente d'expliquer ce qui a changé dans la manière dont son entourage fait de la politique. Et donc elle dit « Quand j'étais jeune, les opinions n'étaient pas dissociables les unes des autres, elles formaient des blocs. Militer contre la guerre du Vietnam, supposer qu'on soit pour l'avortement et pour les droits des homosexuels, les trois sujets n'avaient aucun rapport logique et pourtant, ils allaient de pair. En génétique, on appelle ça l'effet pléiotropique. » C'est d'ailleurs le titre de la note que tu as sorti à la Fondation Jean Jaurès, la sorte de conclusion un petit peu de ton livre. Puis elle évoque ensuite, sur son propre fils, il vote Donald Trump, il pense que Joe Biden est pédophile et pourtant il est très engagé pour une agriculture sociale et solidaire. Ce « et pourtant » là, dont on parle, est-ce que c'est le même « et pourtant » de Macron en 2017 ? Non, c'est pas le même et pourtant. Le et pourtant d'Emmanuel Macron, mais je pense que c'est pas non plus l'objet du podcast, c'est un et pourtant qui a pour volonté d'être totalement agnostique d'une couleur de parti et qui a pour volonté de rassembler le plus grand nombre, autour d'un projet économique pour la France. Donc, le « et pourtant » dont parle Abel Quentin justement dans son ouvrage et qui a un rapport avec l'effet pléiotropique a plutôt un lien avec la notion de fragmentation, à la fois des audiences, des idées et des blocs. Ce que ça raconte, c'est que tel que le paysage politique s'est constitué jusqu'à aujourd'hui, et tel qu'il va être constitué encore, je pense, pendant la prochaine mandature, on est dans une logique de bloc idéologique. On est de gauche, on est de droite, on a des valeurs de gauche, on a des valeurs de droite, et globalement, on demande à l'électorat, d'acheter des packages de valeurs de mesures, donc des mesures qui normalement découlent
des valeurs et de l'idéologie et de la colonne vertébrale politique. Ce qui se passe aujourd'hui, et ce que raconte très bien, je trouve, l'effet pléiotropique. Enfin, moi, j'ai été assez saisie quand j'ai vu, quand j'ai lu, en tout cas, cette définition dans le livre d'Abel Quentin. Et je la trouve assez remarquable et extrêmement simple pour raconter ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus, que ce soit sur les réseaux, que ce soit par rapport... En fait, quand on regarde la manière dont on se comporte avec les marques, quand on regarde la manière dont on se comporte de manière générale, on se rend compte qu'on n'est plus dans une logique du package et de tout acheter. On est tout à fait capable d'aller picorer aujourd'hui des idées qui ont plutôt une tendance, je dirais, gauche, enfin une tendance social-démocrate, être plutôt en accord avec des valeurs qui ressemblent plus à des valeurs plutôt libérales, et pourtant se revendiquer ni de gauche ni de droite, mais plutôt centriste. Enfin voilà. Ça, Parfois même des choses qui peuvent être contradictoires. On parlait tout à l'heure. Et parfois, justement, des trucs contradictoires. Tu l'as cité tout à l'heure, un score record du RN dans la classe plutôt, c'était 18-25 ans. Et pourtant, une appétence et un vrai intérêt pour les enjeux de climat qui ne sont absolument pas défendus aujourd'hui et qui ne font pas partie du programme du RN. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qui a cassé ce lien, par exemple, entre je suis pour le climat, ça ne veut rien dire, mais je défends... je suis contre le réchauffement climatique. Encore une fois, ça ne veut rien dire, mais oui, je suis consciente des enjeux j'ai des climatiques. convictions écologiques, etc. Et je ne vote pas pour un parti écolo. Je pense que c'est une question de relation tissée entre justement le parti écolo ou le RN avec ses audiences. Le parti, comme tu dis, le parti écolo aujourd'hui, contrairement au RN ou même à l'AFI, finalement, te demande d'adhérer à un ensemble de mesures qui constituent un programme. Ce que ne font pas les extrêmes. Je pense qu'il y a eu un espèce de cas d'école pendant les municipales avec la campagne de Sarah Knafo. Sarah Knafo qui a réussi à faire une campagne très calquée d'ailleurs sur celle, et tout le monde l'a noté, sur celle de Mamdani, le maire élu de New York, et une campagne qui ne s'appuyait sur aucune structure idéologique, mais sur des mesures extrêmement concrètes qui concernent le quotidien des gens. Et donc, en fait, c'était une campagne comme celle qu'a fait Mamdani, qui, en réalité, s'appuie sur des résultats, en tout cas proposés, tangibles, à très courte échelle. Donc, c'est une campagne qui ne s'inscrit absolument pas dans le long terme, qui ne porte pas de vision particulière pour, en tout cas, en l'occurrence pour Paris, si ce n'est une ville heureuse. Une ville heureuse, c'est une valeur... c'est une campagne de valeurs, mais c'est plutôt une campagne émotionnelle, en fait. Donc, c'est une campagne qui s'appuie sur des émotions. On va tous être heureux. Et derrière, en fait, des propositions. Alors après, qu'on peut juger complètement ubuesques, oui, ou en tout cas infaisables, peu importe, mais des propositions qui s'intègrent parfaitement dans le quotidien des gens et qui concernent le retard des bus, les ouvertures de crèches, enfin vraiment tout ce qui fait qu'on va vivre sa ville et on va vivre en relation avec ses voisins de manière apaisée et heureuse. Et en même temps, je trouve que, pour revenir à la campagne de Knafo, il y avait un espèce de, pas bon départ, mais sur ce calcage-là, rien que dans la direction artistique un peu de sa campagne, puis ensuite dans le côté proposition. Et à un moment, elle s'est quand même un peu grillée, en quelque sorte, l'utilisation de l'IA à outrance dans les vidéos, etc. Je ne suis pas certain. Je pense qu'elle s'est un peu contredite elle-même dans ce discours-là à un moment, et c'est ce qui a empêché que ça aille plus loin dans la campagne. Je suis pas sûre que ce soit... Enfin, moi, je pense que ce qui a empêché que ça aille plus loin dans la campagne, c'est juste la pleine conscience des gens je dirais, du back-office de Sarah Knafo et des valeurs sous-jacentes. Après, l'utilisation à outrance de l'IA, ma foi, moi, je trouvais ça plutôt pas déconnant, plutôt innovant. Après, je suis pas allée vérifier les chiffres, je suis pas allée vérifier les propositions qu'elle avait posées sur la table et les solutions qu'elle apportait. Je pense qu'elle a fait une campagne, en tout cas, d'une extrême modernité dans l'approche, que ce soit dans la direction artistique, dans la création des contenus. La seule chose que j'ai notée et que j'ai observée aussi chez
Gabriel Attal, que j'ai observé aussi chez Jordan Bardella, et quelques élus, futurs candidats et quelques élus, c'est que, et ça c'est le seul écueil qui fait que ça ne sera pas la campagne de Mamdani et qu'il faut bien le comprendre, ce sont des candidats ou des élus qui parlent des jeunes mais ne s'adressent pas aux jeunes. Et ça fait toute la différence. Mais complètement. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, je voulais y revenir après, mais on va en parler maintenant. Le meeting d'Édouard Philippe, il y a quelques jours, ça a été la principale caractéristique que j'ai notée. Après, je pense que c'était volontaire parce qu'il allait chercher plutôt les parents de jeunes que les jeunes, mais son discours sur la jeunesse était aux antipodes de ce dont tu parles, c'est-à-dire qu'il est allé sur un terrain... accession à la propriété, construction de la famille, avoir des enfants, etc. Peur de ce que peuvent devenir les enfants, plutôt que de s'adresser à la jeunesse directement. Et t'en parles dans le livre notamment. Est-ce qu'il n'aurait pas pu, plutôt, s'il voulait s'adresser à la jeunesse, aller parler de l'amitié plutôt que de l'amour, parce que c'est devenu un levier un peu plus impactant pour la jeunesse qui, côté amour, etc., va plutôt partir sur des structures plus floues, avec peut-être moins de projection, alors que dans l'amitié, c'est beaucoup plus le cas. Et c'est quelque chose que tu as remarqué chez les personnes que tu as interrogées notamment. Donc, dans le discours un petit peu... parfois, ça peut être fait exprès, mais c'est vrai que le discours sur la jeunesse ne parle pas souvent à la jeunesse parce qu'il est calqué sur... peut-être pas sur la bonne génération, finalement. Alors oui, je suis entièrement d'accord. Et surtout, alors ça, c'est dû à un effet, je dirais, de manière extrêmement pragmatique. On se plaint énormément que les jeunes se désintéressent ou en tout cas tournent le dos à la politique ou ne votent plus. Ça, je ne vais pas le contester. Mais c'est vrai que, en fait, je pense que, et ce sera le cas pour la prochaine campagne, on se fiche totalement du vote jeune parce que la réalité... c'est qu'on est dans un pays qui est gouverné par, je vais l'appeler très gentiment, des seniors. Ce sont eux qui ont aujourd'hui le pouvoir des urnes. Bien sûr. Donc, d'ailleurs, j'ai écrit une note que je vais publier un peu tout au long de l'été, qui s'appelle « Hors campagne » et qui prolonge un peu toute cette discussion. Et hors campagne, en fait, j'adresse tous les sujets qui devraient être des sujets de discussion de la campagne, mais qui ne le seront pas pour plein de raisons, que ce soit justement des raisons électoralistes surtout, business, peu importe. Et une des mesures que je propose, ce ne sont pas des mesures que je propose dans le cadre d'un programme, mais c'est des mesures que je propose, que je soumets à la discussion. Il y en a une qui serait d'abaisser le droit de vote, justement, parce que je pense que si on veut réintéresser la jeunesse aussi, au-delà de s'adresser à elle, de lui parler et de comprendre en fait, le quotidien et les enjeux de la jeunesse, et comprendre aussi que dire la jeunesse, c'est quasi absurde parce qu'il y a une fragmentation totale aussi. Ils ont des dénominateurs communs, mais il y a des jeunesses aujourd'hui qui constituent la France. Si on abaissait le droit de vote déjà à 16 ans, par exemple, peut-être que ce serait une manière de les réintéresser ou de les réintégrer dans un projet. Si on limitait le droit de vote aussi, de manière totalement arbitraire et anti-constitutionnelle et antidémocratique à 60 ans, par exemple, ou à 65 ans, disons à l'âge où on n'est plus actif, donc peut-être 67 ans selon Édouard Philippe, peut-être qu'en fait, ça permettrait de faire en sorte que cet électorat qui a le pouvoir des urnes ne puisse pas voter en fonction de ses propres intérêts, mais plutôt voter en fonction des générations futures, de l'intérêt des générations futures. Puis, il y a eu pas mal de propositions de loi, à chaque fois ça se concrétise pas, il y a aussi un vrai enjeu constitutionnel à changer cette disposition. Donc l'élection présidentielle est finalement peut-être le bon média. C'est peut-être en tout cas le moment. Je ne suis pas sûre que ce sera un objet de discussion, mais en tout cas je trouve que ce n'est pas inintéressant de se poser la question aussi. On a fondamentalement besoin de se réintéresser à notre jeunesse et de ne surtout pas l'abandonner. Finalement, là, c'est peut-être une solution aussi d'avoir un discours qui s'adresse directement à la jeunesse par la proposition qui la concerne uniquement, plutôt que d'aller tourner autour via des grands concepts liés à la jeunesse et de pas s'adresser à elle très directement. Oui, bien sûr. Et puis, il y a des pays où ça c'est fait et où ça fonctionne. Pour le livre, tu as une méthodologie assez rigolote, je trouve, un peu moins conventionnelle de ce qu'on a l'habitude de voir. Tu es allé à Paris, dans la rue,
à la sortie des écoles, dans les bars, dans les lieux de vie des jeunes. Tu as espionné presque leur téléphone de ce que j'ai pu comprendre. Avec autorisation. Avec autorisation, il faut préciser. Avec consentement. Du coup, tu as pu observer leurs interactions, leurs comportements. Comme c'était à Paris, est-ce que ce phénomène, il touche vraiment toute la Gen Z ou surtout une jeunesse un peu plus urbaine, connectée, diplômée Alors, c'est une question effectivement que je me suis posée parce que la méthode que je me suis imposée est tout sauf scientifique. Elle est, je dirais, très organique. Enfin, moi, c'est comme ça que je la qualifie. Et puis, très qualitative. Évidemment que j'étais pleinement consciente des biais méthodologiques, en tout cas, de mon approche, car elle est très urbaine et très périurbaine. J'en ai discuté avec justement tout mon petit panel d'amis, parce que ce sont devenus un peu, pour certains, quelques connaissances, mais à être hyper amicales. On a des vrais liens. Je leur ai demandé un petit peu, et ce sont des gens qui viennent essentiellement de Paris et de la banlieue, qui ont des amis ici et là. Je pense qu'il y a une autre utilisation. On n'est peut-être pas forcément touché par les mêmes types de contenus et on n'a pas les mêmes freins à la consommation en fonction de là où on habite et en fonction de notre milieu social et culturel. Néanmoins, l'utilisation matricielle des réseaux, je crois que pour le coup, c'est assez similaire partout. On s'envoie des flammes sur Snap pour se signifier le lien, que ce soit à Paris, Beauvais, en région rurale, peu importe. Je rebondis sur l'histoire des flammes. Tu parles donc de la fonction fatigue fatigue, oui, je suis allée loin. Dans le livre, c'est en gros la fonction du langage qui ne sert pas à communiquer directement, mais plutôt à maintenir le contact. Donc les flammes, par exemple, pour les plus anciens qui nous regardent, c'est sur l'application Snap, on a le nombre de flammes par nombre de jours consécutifs où l'on se parle, et donc ça engendre des comportements. On va s'envoyer parfois des photos vides et des messages complètement vides, des écrans noirs, en fait. Ça donne des comportements où on ne dit rien. Tu appelles ça des contrats minimaux de présence, maintenir le lien sans nourrir le contenu. Comment, finalement, s'en inspirer? Par exemple, Gabriel Attal a essayé un petit peu avec Biril. Ça a été une tentative dans une autre échelle parce que c'était beaucoup plus travaillé, etc. Comment le communicant peut-il s'inspirer par exemple, là, sur le sujet de cette fonction fatigue du langage pour s'adresser à la jeunesse? Alors l'idée, c'est pas d'envoyer des flammes à chaque jeune qui pourrait qui pourrait adhérer à un parti. Non, en fait, cette fonction fatigue, l'idée, c'est de s'intégrer vraiment dans une approche totalement relationnelle de la démocratie et se dire qu'en fait, pour maintenir le lien, il faut en permanence apporter les preuves concrètes du résultat attendu. C'était une citation que j'avais trouvée, alors une citation dans le New York Times qui disait « Une politique du logement se juge à la chambre trouvée, pas au pourcentage annoncé ». Et en fait, c'est ça que j'appelle moi une démocratie relationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les vraies questions qu'il faut se poser quand on présente par exemple une mesure ou une proposition, c'est est-ce que, si on parle de mobilité par exemple, est-ce que ça facilite le trajet? Est-ce que ça enlève une pression? Est-ce que ça rend ma journée moins dense? Et une politique du logement, à contrario, doit se juger à la chambre trouvée pour un adolescent ou pour un jeune étudiant et pas au pourcentage annoncé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui va créer du lien. Du lien profond, précis, voilà, exactement, dans la granularité de la proposition et surtout dans la solution apportée et pas dans une proposition qui va être quantifiée mais en fait qui est complètement absconde pour la plupart des gens. C'est vrai que si on nous dit on va augmenter de 30% le nombre de logements étudiants à Paris ou en région, moi je pense que c'est pas assez tangible aujourd'hui et je crois qu'il y a une autre manière de raconter les choses qui est tu vas pouvoir trouver une chambre étudiante dans la semaine qui suit ton inscription à l'université ou en école. Et ça se raconte comment, ça, quand on communique? Par exemple, ce qu'a fait Rachida Dati sur la campagne, est-ce que c'est un exemple de ce type d'approche ou... Tu parles de quoi? De ces promenades avec les chiens dans Paris? Exactement, ça, les éboueurs, le sans-abrisme. Est-ce que... Parce qu'en fait, finalement, c'est facile à dire. Comment en communication, ça va se traduire? Parce que c'est très difficile. Ça passe souvent par le storytelling, ça va souvent par la mise en scène. Et là, il y a cette dérive, du coup, de savoir jusqu'où c'est publiable pour toucher et
à quel moment ça va se retourner presque contre nous. Je trouve que c'est une mesure très, très difficile sur ce type de sujet. Moi, je crois pas. Je crois qu'en fait, c'est juste une autre manière, c'est un nouveau schéma de narration et c'est une autre manière de raconter une proposition. C'est-à-dire que le, le but final peut être, on va reprendre l'exemple du logement et un exemple totalement utopiste de plus 30% d'accès au logement étudiant à Paris pour la rentrée 2026-2027. On part de là, sauf qu'au lieu de le présenter comme ça avec un chiffre et avec quelque chose qui n'est pas... qui ne raconte pas quelque chose de concret dans la vie d'un étudiant, je pense qu'une autre manière de le raconter, c'est de dire, bah voilà, vous avez tous beaucoup de difficultés à partir du moment où vous avez votre affectation, que ce soit à l'université ou à l'école, il y a quand même un petit peu il y a un petit peu de mobilité aussi en France. On a constaté qu'il y avait énormément de difficultés à trouver une chambre. Donc nous, en fait, ce qu'on va vous proposer, c'est que vous allez déposer, je ne sais pas quel dossier, et dans la semaine qui suit votre affectation, vous aurez le choix entre 3 logements qui seront à des prix étudiants parce que on s'est organisé avec soit des associations locales, soit avec des institutions publiques pour faire en sorte que la semaine qui suit votre arrivée sur place, vous ayez votre logement. En fait, Je comprends. Après, je ne dis pas qu'il faut faire des promesses vaines et l'idée n'est pas d'être populiste. C'était vraiment, à titre d'exemple, ne parlons pas de chiffres et de grandeur de chiffres, parlons plutôt de ce que ça va fondamentalement changer dans ton quotidien. Ça va juste dire que tu vas pas passer le mois qui va suivre ton arrivée, le mois qui va suivre ton inscription, à galérer, dormir sur des canapés et ne pas avoir à te loger. Bien sûr. Puis ça projette tout de suite dans une réalité. Et donc pour imaginer et pour se mettre en tête la proposition et la retenir finalement, c'est beaucoup plus simple. Ça me fait penser à quelque chose. J'ai souvent une règle avec les candidats que j'accompagne lors d'élections. Dans un programme, par exemple, là où on va mettre l'espèce de catalogue, des fois c'est un petit peu compliqué d'aller freiner les élus là-dessus, mais la règle du comment, c'est-à-dire tant qu'on peut encore dire comment on va faire à la proposition, c'est que finalement on n'a pas encore trouvé la bonne formule. Mais finalement, est-ce que c'est pas le dernier comment, ce dont tu nous parles là, de passer du chiffre un peu vague au truc très précis qui raconte le quotidien de la personne? Est-ce que c'est pas quand on a réussi à faire ce travail-là, finalement, de se poser la question de comment est-ce qu'on va faire, au bout d'un moment, on arrive à ça parce que c'est la proposition la plus détaillée possible et c'est celle qui va rentrer dans le quotidien des gens. Ah oui, bien sûr, mais en fait, tu me parlais justement de calquer un peu des méthodos, je dirais, marketing et communication à la politique. De la même manière, en fait, c'est juste être un peu pétri de bon sens et se poser les bonnes questions et surtout s'appuyer sur ce qu'on appelle des insights. Donc un insight citoyen, consommateur, peu importe. Et un insight, c'est quoi? C'est juste une vérité, une tension en tout cas qui existe dans le quotidien de notre cible ou de l'électorat, qui se traduit par une vérité à laquelle on doit impérativement soit répondre, soit dénouer le problème. Vas-y. Dans la série Adolescence sur Netflix, d'ailleurs, tu ouvres ton livre là-dessus. Il y a le père qui regarde le téléphone de son fils, donc qui est accusé de meurtre pour ceux qui n'ont pas vu la série, et qui ne voit rien d'alarmant, alors qu'il a sous les yeux un univers entier de codes masculinistes, une espèce de hiérarchie avec de différents statuts, des silences qu'il n'arrive pas à interpréter. Tu parlais tout à l'heure de fossé générationnel qui se caractérise notamment par un problème de communication lié au langage et aux utilisations des réseaux sociaux. Et tu mets en avant dans ton livre un chiffre que je trouve très intéressant de l'IFOP, il me semble, c'est que 75% des Français pensent comprendre le langage emoji SMS adolescent, alors que seulement 1,3% des Français estimés donc y arrivent réellement. Et tu racontes donc, et ça m'a vachement parlé, qu'un message ne veut pas dire la même chose selon qu'il soit posté en story publique, en close friends, en story privée, avec les amis proches, ou en message privé. Plus largement, encore une fois, comment est-ce qu'un communicant politique, formé à un seul registre de parole très classique, soit du discours, soit de la vidéo, très institutionnelle finalement, est censé faire comment doit-il faire pour s'adapter à ça? Alors,
En fait, l'étude que tu cites, c'est une étude effectivement qui a été faite par la compagnie d'assurance Allianz en partenariat donc avec l'IFOP, qui est sortie en 2025 et qui s'attachait à montrer que le cyberharcèlement, c'était quelque chose qu'il fallait prendre donc effectivement au sérieux et que ça répondait à des codes que les parents aujourd'hui sont bien incapables de comprendre parce qu'effectivement 75 ou 78%, je crois même, des parents sont convaincus de comprendre exactement ce qui se passe dans le smartphone de leur enfant. Et en revanche, il n'y en avait que 1,8 ou 3% qui étaient vraiment capables de décoder l'utilisation du langage de l'algospeak en tout cas, et du langage des réseaux sociaux. Effectivement, ce que j'explique, c'est qu'il ne faut pas forcément s'attacher aux signes, mais aussi à la structure et aux associations de signes. Donc en fait, le message, typiquement un message, il faut comprendre à quel moment il a été posté, par qui, adressé à qui, qu'est-ce qu'il contient. Enfin, il y a plein de questions à se poser autour de ça. Pour un communicant, en réalité, ça va plus l'aider dans la compréhension de l'accueil de ces propositions. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas non plus... Je crois que c'est hyper intéressant à la fois de regarder la qualité des commentaires, mais aussi de s'intéresser et de juger qui a commenté, quand, pourquoi et quel est l'effet rebond de ces contenus sur le paysage politique ou en tout cas dans les conversations. En fait, c'est juste une manière de dire il faut s'intéresser aux conversations et essayer de rentrer dans les conversations des gens plutôt que d'être dans une logique hyper descendante où on poste un contenu et puis on se fiche totalement de à qui, quoi et comment. Et je trouve que Gabriel Attal, pour le coup, elle a plutôt bien compris dans le sens où même son utilisation de la section commentaires sur TikTok notamment, on remarque qu'il a cette connaissance à minima de l'algospeak et de comment ça fonctionne. D'ailleurs, c'est un mot que j'ai appris à la lecture du livre. Est-ce que lorsqu'on l'utilise consciemment, est-ce qu'on se grille pas finalement un petit peu parfois? Typiquement, Gabriel Attal, l'analyse que j'en ai, c'est que en marketing, on distingue souvent donc acquisition, conversion, fidélisation. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup d'acquisitions sur les réseaux sociaux, mais qu'à un moment, il a du mal à les convertir vraiment en électorat. Est-ce qu'à un moment, ça grille pas et c'est pas suffisant pour aller convaincre un électeur jeune, typiquement, et je trouve que Gabriel Attal en est vraiment l'exemple, très suivi, notamment sur TikTok. Il fait des vidéos que seuls les jeunes souvent voient, et c'est calculé, tout est fait pour, mais finalement, c'est pas l'électorat qui le suit le plus directement possible durant l'élection. Quelle est ton analyse de ça ? Effectivement, dans le funnel, je pense que, et ça c'est le cas de pas mal de candidats, en tout cas dans leur manière d'utiliser les réseaux sociaux, qui ont le sentiment que déjà être présent et créer du contenu, c'est être arrivé à bon port, alors que pas du tout, tu l'as très bien dit. En fait, il y a une logique d'acquisition, donc acquisition, c'est mécanique, c'est faire en sorte de créer une communauté la plus dense possible. Et ensuite, il y a ce que j'appelle la transformation. Et donc la transformation, quand on est candidat, c'est effectivement des parts de voix. Cette transformation, elle ne se fait pas uniquement sur les réseaux ou de manière par voie de presse. En tout cas, ça, c'est plus un porte-voix. Elle se fait justement, on en revient, elle se fait via des propositions qui, non pas parlent des jeunes, mais s'adressent véritablement aux jeunes. Et ces propositions, on peut reprendre l'exemple du logement ou l'exemple de la mobilité ou même... l'exemple des études, j'en sais rien, de Parcoursup, peu importe, c'est être capable d'adresser leur vrai sujet de questionnement et de projection. C'est parler d'amitié, comme tu le disais justement en début d'interview, c'est comprendre le rôle de l'amitié, comprendre le rôle du lien et du lien social aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi il y a une épidémie de solitude aujourd'hui, pourquoi il y a le sentiment de solitude, c'est comprendre en fait qu'aujourd'hui, la jeunesse s'engage et est peut-être la plus engagée depuis mai 68, mais elle ne s'encarte plus, elle ne fait plus partie des cortèges. En revanche, c'est une jeunesse qui est beaucoup plus sociétalement impliquée dans des démarches bénévoles. En fait, j'ai entrepris à la lecture d'essayer de recenser toutes les bonnes pratiques. Lorsque l'on communique avec la Gen Z, justement, j'ai noté ça en gros, dis-moi si je me trompe. La première compétence à essayer d'aller chercher, c'est un peu de synchroniser plutôt que de mobiliser. Dans le sens où se terminer le comité central politique en campagne, etc., en élection, la carte d'adhérent. Et je pense que là-dessus, il y a plein de partis qui font déjà un travail en France d'aller chercher de la mobilisation autrement que par la carte d'adhésion. Avec moins d'organisation un peu durable,
c'est un peu place aux réseaux horizontaux qu'on peut réactiver parfois avec l'utilisation notamment des rêves pop culture. Et donc, je pense notamment au Jolly Roger, donc ce drapeau dans One Piece, pirate, etc., qui a été repris au Népal en 2025. Cette récupération de la pop culture en général, et même parfois de l'ironie et, etc., en communication. Je veux dire, les démocrates qui, depuis un an, vont assassiner Trump à coups de rêves pop culture, ça fonctionne plutôt bien. LFI qui parfois joue l'absurde aussi dans ses prises de position. Donc, synchroniser plutôt que mobiliser, accepter que finalement l'engagement il soit temporaire, parfois même sous l'effet d'une trend avec une montée en puissance puis une redescente très 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 rapide. Pourquoi est-ce que cette synchronisation, est-ce qu'elle est lue par les institutions comme plutôt parfois de la cheddar que comme une force? Genre, on est encore sous un prisme qui ne valorise pas ça du tout. Et comment est-ce qu'un parti ou un candidat il peut recruter cette énergie synchronisée sans la tuer assez vite? Comment s'en servir? Oui, alors effectivement, deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'explique dans le livre et c'est ce que tu résumes très bien, on juge l'engagement politique avec des critères hérités donc, du passé, à savoir est-ce que tu es encarté, est-ce que tu votes et est-ce que tu fais partie d'un cortège, est-ce que tu défiles. Effectivement, au regard de ces critères, plus personne n'est vraiment engagé. Plus personne ne se mobilise. En fait, et d'ailleurs, dans les campagnes électorales, il y a plusieurs pôles qui structurent la campagne, dont le pôle mobilisation. Une mobilisation, en tout cas dans l'esprit et dans la manière dont aujourd'hui on l'approche, c'est une mobilisation au long cours, c'est-à-dire que l'idée c'est de former des citoyens à la mobilisation et de conserver une mobilisation la plus pérenne possible. Or, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, on a affaire à une jeunesse et même de manière beaucoup plus large à des personnes, des citoyens qui se mobilisent, mais de manière beaucoup plus ponctuelle et sur des sujets qui peuvent être aussi hyper fragmentés et parfois antinomiques. Et qui se synchronisent de la même manière qu'on se synchronise sur un... En fait, c'est structuré de la même manière qu'un réseau Discord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, il y a juste la volonté de faire passer une idée, une opinion, ou en tout cas de transformer un sujet extrêmement concret. Et donc, on le voit, que ce soit en signant une pétition. Quand on signe une pétition, c'est une valeur d'engagement. En ce moment, il y a une pétition qui tourne énormément sur la loi sur... comment ça s'appelle, tu sais, sur la police? La légitime défense? Oui, voilà, le sujet de légitime défense. Il y a une pétition qui tourne. Voilà, quand on signe cette pétition, c'est une manière ponctuelle de s'engager ou en tout cas d'engager son rôle de citoyen auprès de la communauté. Il y a des gradations dans l'engagement. Effectivement, il y a signer une pétition, donc c'est un acte engageant de citoyen vis-à-vis de sa communauté. Il y a faire partie, par exemple, d'une association, une association ou sur un serveur Discord pour vérifier, pour documenter les violences policières. C'est une autre forme d'engagement, mais une forme d'engagement qui peut encore continuer d'être ponctuelle. On peut tout à fait être engagé de ce côté-là et puis aussi être engagé dans une association culturelle qui valorise, j'en sais rien, moi, la musique auprès des enfants ou auprès des jeunes. C'est une autre forme d'engagement de la jeunesse. Et en fait, toutes ces formes d'engagement, elles se font avec un dénominateur commun qui est l'horizontalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus sûre qu'il y ait de volonté de, je dirais, faire carrière dans son engagement et d'atteindre le haut de la pyramide. C'est véritablement être utile au bon moment, au bon endroit, mais surtout quand on est disponible. Et donc, quel rôle pour les partis, les candidats, les élus, pour toute la sphère très politique, pour encadrer cette intermittence, en fait, finalement, de la mobilisation? Comment aller chercher cette énergie? Est-ce qu'il y a d'autres modèles d'organisation à inventer à partir de ça? Effectivement, oui, c'est une vraie bonne question qu'il faut se poser. Puis d'ailleurs, comme on va arriver en période électorale un peu longue, je pense que ce serait hyper intéressant de se questionner sur comment aujourd'hui on transforme la mobilisation en synchronisation, peut-être et en allant capter des audiences juste en fonction des sujets
qu'on a envie d'adresser dans la population. Et donc, justement, s'allier, peut-être créer des attelages avec des associations, mais sans les former au long cours, sans se dire « je vais les transformer en porte-voix de mon parti ou en tout cas de ma proposition et de mon idéologie, mais se dire que je vais utiliser un panel justement de citoyens qui, mis bout à bout, vont pouvoir être assez représentatifs de l'idée que je me fais de la France et donc aller les mobiliser et les synchroniser, enfin les capter de manière extrêmement ponctuelle sans que ça leur prenne une vie, parce que c'est hyper dur quand même aujourd'hui, même quand on est un parti politique, de créer de la mobilisation sur l'année, quoi. Enfin, ça se crée presque sans le vouloir. J'ai l'exemple qui me vient directement en tête du NFP, où il y a des collectifs de parents d'élèves qui se sont mis à tracter pour la première fois, qu'on a vu partout en France, qui étaient là, peu importe le candidat de quel parti il était. Mais c'est un truc qui est très difficile à organiser finalement. C'est presque c'est très ponctuel spontané, et oui. spontané. Donc il y a des vrais enjeux d'aller capter la manière dont ça se forme pour s'en servir finalement. Et c'est très très difficile. Je pense que c'est un vrai enjeu pour les communicants demain. Oui, je suis assez d'accord. La deuxième grosse compétence du coup que j'ai relevée, c'est du coup d'aller documenter plutôt que dénoncer. C'est-à-dire que dans le militantisme, c'est une même génération qui est accusée de relayer des fake news, etc., mais qui a aussi finalement inventé, dans ses marges les plus actives, une pratique méthodique de la preuve, la vérification des violences policières, tu en parlais tout à l'heure. Il y a une sorte de rupture avec le modèle militant, qui est un peu de dénoncer sans autant prouver, enfin le classique dans ce sens-là, ou le modèle médiatique qui est de déléguer à une institution la vérification des informations. La compétence documentée, qui implique du coup une exigence un petit peu de preuve, est-ce que ça veut dire que du coup le storytelling pur, sans données vérifiables, je veux dire, ce qu'on va raconter, est-ce qu'il est en train de devenir un peu contre-productif avec ça, ou est-ce qu'il doit être réinventé ? Réinventer, mais surtout, je pense que c'est pas l'un et l'autre, c'est vraiment de la complémentarité. C'est-à-dire qu'on va continuer à dénoncer, évidemment, parce qu'en fait, parfois, il y a urgence à dénoncer. Je ne dis pas accuser sans preuve, mais il y a urgence à pointer du doigt des problèmes. Néanmoins, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une véritable attractivité pour tout ce qui est documentation, donc discours par la preuve. Et que je pense qu'en fait, c'est assez lié aussi à la prise de conscience qu'on a de la fake news, de l'incapacité qu'on a aujourd'hui, ça va peut-être s'adresser dans le temps, à différencier, en fait, à faire la part des choses entre des vidéos qui ont été faites par de l'IA et qui reproduisent une forme de réalité et la réalité. Et tout ça nous pousse tous, et même les générations beaucoup plus jeunes, et moi je le vois avec mes enfants, j'ai un de mes fils mon fils qui me demande assez régulièrement si c'est vrai ou est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de l'IA. On se rend compte qu'on a besoin maintenant de preuves de la réalité. Et je pense qu'aussi, du coup, c'est une compétence qui est en train d'apprendre les plus jeunes générations, notamment, je pense à ma génération, qui est beaucoup plus au fait d'aller capter ces signaux, de savoir si c'est vrai ou faux, que par exemple, moi, la génération de mes parents au-dessus. Ouais, qui prennent tout pour argent comptant. Exactement. Et donc, en fait, finalement, cette même génération qu'on va accuser d'aller parfois propager de la fake news et de s'informer mal sur les réseaux sociaux, ouais. bah, finalement, en fait, elle commence à capter des outils qui remettent ça un peu naturellement dans le wagon de l'information, finalement. La troisième compétence que j'ai notée, c'est de juger par les effets. C'est-à-dire que la légitimité, elle est plus processive, donc acquise une fois par l'élection, mais processuelle, donc entretenue semaine après semaine. Par exemple, tu parlais de la politique de logement, etc. On peut revenir à ça, où on va les raconter. Et puis, en fait, c'est finalement une sorte d'épisode où on peut aller ajouter au fur et à mesure, etc. Si la légitimité, elle se rejoue à chaque semaine par les effets, est-ce que ça condamne les réformes de long terme ? Est-ce qu'on n'est pas condamné à agir que sur le court terme parce que finalement, les résultats, ils ne se voient pas avant plusieurs années ? Non, en fait, pareil, je dirais que c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment une affaire de complémentarité. On a besoin, plus que jamais d'ailleurs, de s'inscrire dans le long terme. Et j'avais une proposition aussi qui était qui est issue d'un livre remarquable, qui est celle de créer un ministère du futur. Un ministère du futur, ce serait justement, c'est une manière de dire qu'on a l'obligation aujourd'hui de juger nos propositions au regard de son impact sur le futur et sur les générations futures. Donc on aura fondamentalement besoin de ça. Mais on n'est pas obligé, en fait, le long terme peut aussi très bien se conjuguer avec une approche
extrêmement une méthode plus court-termiste. C'est-à-dire dire, voilà, nous, l'objectif, c'est d'aller d'un point A à un point B. Mais par contre, on va vous raconter au fur et à mesure tout le chemin et toute la route qu'on va faire ensemble pour aller du point A au point B. Quand je dis plus 30% de logements à la rentrée 2027, pourquoi ? C'est pour que, et donc ça veut dire trouver sa chambre la semaine qui suit son inscription. Pourquoi ? Parce que notre objectif à long terme, 5-10 ans, c'est que 100% des étudiants soient logés. Enfin voilà, il y a des choses. C'est juste que au lieu de se concentrer sur la promesse à très long terme, on raconte le chemin. C'est vraiment un nouveau schéma de narration, c'est rien d'autre que ça. Complètement. Mais qui n'est pas encore admis du tout, j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est Non, la on bonne est dans pratique. un entre-deux. Ouais, c'est la bonne pratique, mais je veux dire, quand on voit le débat sur les clims qui spawn comme ça parce que ça a été décidé de la sorte, il ne reprend pas ce nouveau schéma narratif. Et c'est quelque chose à enseigner, je sais pas, aux élus qui nous regardent. Il y a vraiment un enjeu d'aller démocratiser ça parce que c'est, je pense, une des très bonnes pratiques à retenir du livre et de cette étude. Ouais. Enfin, ça va s'accentuer encore plus parce que plus cette génération-là va chasser la suivante et enfin, ainsi de suite. Et plus ces mécanismes vont se faire remarquer en communication politique, je trouve. La synthèse de tout ça, de ces trois compétences, je trouve que c'est un peu, du coup, la campagne, on en a parlé tout à l'heure de Zoran Mamdani à New York, le contenu court sur le quotidien réel, c'est-à-dire un métro, café, le loyer. Là, pour le coup, c'était plutôt raconté de cette manière-là. Pas de discours programmatique sur le très très long terme et très pointu comme on a l'habitude de voir, notamment aux États-Unis. Enfin, c'est exacerbé par rapport à ce qu'on trouve en France d'habitude. Je veux dire, il y a un espèce de contraste aussi avec la pré-campagne française où on voit qu'on ouvre des comptes TikTok, qu'on soigne le montage. Désolé, mais je vais reparler de lui, mais encore une fois, Gabriel Attal avec les petites vidéos que tout le monde a faites là, de Thévenot, etc. IA au possible. En fait, j'ai l'impression qu'on va un peu à l'opposé de ça finalement. Est-ce que on n'est pas en train de se planter et d'aller. Qui aujourd'hui réussit à emprunter ces bonnes pratiques, quoi, parce que c'est vraiment une recherche dans ce que je vois. Je passe mon temps dans les lives que je fais, etc., d'analyse, à critiquer. C'était encore pire au municipal. Mais les bonnes pratiques en communication politique. Et souvent, en fait, ça part de la sincérité, finalement, parce que quand on se met à la place et quand on va chercher qui on est, le pourquoi, et on fait de la politique, etc., c'est un exercice de sincérité et c'est ce qui retire tout le côté manipulatoire de la communication politique. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin d'aller à l'encontre de ça? Non, mais effectivement, je pense que ces valeurs de transparence et d'authenticité, elles sont assez clés. Ce que je note, c'est que, bon, déjà, gros progrès, il y a une appropriation des formats. C'est vrai qu'on peut critiquer tout le panel de futurs candidats. Il y en a qui n'utilisent pas encore les formats, mais d'autres qui ont compris que voilà, leurs paroles pouvaient être formatées un petit peu encapsulées, en tout cas autrement. Maintenant, je reviens à ce qu'on disait peut-être en préambule justement de notre conversation, c'est qu'il y a une énorme différence entre parler de la jeunesse et s'adresser aux jeunes. Donc là, je crois qu'en utilisant les formats, c'est une manière de parler de la jeunesse et d'avoir le sentiment de s'adresser aux jeunes, alors qu'en aucun cas, il le fait. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui juste croiser, enfin l'équation à craquer, c'est parler dans des formats qui sont affinitaires avec ceux qui sont aujourd'hui consommés par la jeunesse, mais il faut que le contenu aussi, et donc le fond, les intéresse et les hook sur des sujets qui directement les impactent. Et du coup, cette grammaire-là à apprendre, elle n'a pas spécialement de camp, tu l'écris dans le livre, mais est-ce que les stratégies plutôt populistes, elles sont pas structurellement mieux équipées que, je vais simplifier au possible, mais que les partis de gouvernement classiques pour l'exploiter, parce que justement, ça valorise un petit peu l'intensité parfois, et l'instantanéité plutôt que la nuance. Non, alors effectivement, l'idée, c'est pas forcément d'ignorer ou en tout cas de se dire, de s'affranchir de tous ces risques-là. Et je suis assez d'accord. En fait, les réseaux sociaux valorisent énormément la polarisation de l'opinion et l'intensité peut parfois écraser, comme je trouve que c'est intéressant de parler d'intensité, peut parfois écraser justement la valeur d'une opinion. Donc c'est un véritable risque à prendre en compte et c'est quelque chose qu'il va falloir essayer de travailler et de contourner. Je veux dire, le fait qu'un tiers des jeunes montrent des signes de détresse psychologique,
ça change, enfin, c'est un petit peu la manière, ça questionne, je veux dire, c'est mon métier, ça questionne la manière dont un communicant parfois devrait ou pas faire jouer l'urgence émotionnelle. Qu'est-ce que tu en penses de ça? J'en pense que pareil, l'idée c'est pas de nier ce péril parce que en fait c'est quelque chose à prendre extrêmement au sérieux et j'en parle dans le livre. Moi ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est surtout pas de masquer la réalité ou d'avoir une approche de ravi de la crèche, c'est absolument pas ça, c'est juste se dire le fait de se concentrer pleinement sur les dangers des réseaux sociaux, c'est une manière de faire fi de tout ce qui s'y passe également et de toute cette grammaire qui est en train de se créer, de tout ce nouveau langage en tout cas qui est en train de naître et de tout ce qu'aujourd'hui ça peut produire et des conséquences que ça peut avoir sur le paysage public, politique, sociétal, etc. Mais l'idée, c'est pas forcément de nier tout ce qui se passe. Et effectivement, je pense qu'appuyer sur des boutons émotionnels en permanence et donc travailler sur la satisfaction, la frustration en permanence, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre extrêmement au sérieux. Mais ça, c'est pas en interdisant les réseaux sociaux ou en interdisant TikTok sur le territoire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est en allant vraiment travailler sur la nature des algorithmes et sur la nature totalement addictive des réseaux sociaux. Et ça, c'est très difficile parce que ça nécessite d'aller tordre le bras de la surpuissance et de l'omnipotence d'un Meta ou d'un Google, certes, et d'un Snap, etc. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en main à l'échelle nationale et européenne et mondiale même. On arrive un petit peu à la fin du coup de ce podcast. Bon, un candidat qui nous écoute, par exemple, ou un élu, il se dit très bien, mais comment est-ce que je fais concrètement demain matin? Quels sont les 2-3 conseils que tu pourrais lui donner de choses peut-être à changer en premier dans sa pratique de la communication et dans sa pratique de l'écoute de la jeunesse, du coup, un petit peu? Mais écoute, déjà, je lui dirais de t'appeler. Ça, c'est le premier conseil. Non, je crois qu'en fait, il faut revenir aux fondamentaux et essayer de comprendre à qui on s'adresse, à qui on a affaire, et donc d'avoir une vraie phase, je pense, de discussion, d'échange et de conversation avec justement ces représentants multiples de la jeunesse. C'est comprendre aujourd'hui quel est leur lien, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les influence, qu'est-ce qui aujourd'hui les motive, quels sont leurs regards croisés ou pas sur le futur, sur la politique. Enfin, c'est vraiment faire tout ce travail qui, je crois, n'est pas fait aujourd'hui ni par les instituts de sondage, ni par des tests quali. On se gorge généralement en campagne de tests qui sont très quanti, mais rarement de tests quali qui nous permettent derrière de comprendre. En fait, je pense que exactement la même démarche que mon livre. Dès lors qu'on parle et qu'on s'adresse à tel ou tel type de jeunesse, je crois que très naturellement, les gens disent de quoi ils ont envie et de quoi ils ont besoin et ce qu'ils seraient prêts à faire pour justement suivre ou pas un candidat. Ça, c'est la première chose. La deuxième, authenticité, transparence, je pense que c'est fondamental et essentiel. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que il y a une sorte de défiance générale. Alors, c'est pas forcément que la jeunesse envers le corps politique et les institutions politiques. Donc, je crois qui passe par effectivement, je dirais, une perception de corruption extrême, etc. Et d'inégalité aussi, de privilèges. Je crois qu'en fait, c'est assez fondamental de se dire transparence et authenticité sont quand même les clés d'un discours performant et transformatif. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, et je pense que c'est ce qu'on se dit depuis le début, c'est non pas parler de la jeunesse, mais leur parler directement. Mais leur parler directement, exactement. Ça, je pense. Et donc, reprendre des sujets qui sont extrêmement pragmatiques, qui sont vraiment, comme tu dis, des sujets à l'os, qui sont l'essence même de concrètement, qu'est-ce qui va changer dans ma vie. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir accepté d'être la première invitée de Cali, l'émission donc, qui veut comprendre les Français dans un but de communication, pour mieux communiquer. Donc, je vous invite à aller lire la note, qui est une première entrée un peu en matière sur l'étude que tu as réalisée, qui sera disponible en description, et à lire ton livre, d'aller voir comment tu es allé à obtenir ces résultats auprès de ces jeunes. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette émission, soit en podcast, soit directement en vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour le deuxième épisode de Cali, et à très vite.